Il m'a attaché et m'a marqué au fer sur la plante du pied, un endroit que personne ne penserait à examiner. J'avais 11 ans quand un homme que je ne connaissais pas est venu me chercher à l'école. Il s'est présenté comme un ami de mon père et m'a dit qu'il avait été chargé de me conduire à l'aéroport pour que je puisse le rejoindre. Tout concordait. Ce jour-là, je devais effectivement voyager avec mon père, et il m'avait dit le matin même qu'il quittait le travail plus tôt pour aller pêcher avec un ami, comme il en avait l'habitude. L'homme connaissait ces détails. Il a parlé avec assurance, et j'ai cru à son histoire sans la moindre hésitation. J'ai convaincu mes enseignants que je le connaissais et je suis monté dans sa voiture. Pendant 3 ans, j'ai vécu enfermé. Les journées étaient rythmées par la peur, la faim, la douleur. Les coups, les privations, la terreur constante de ce qui allait suivre. J'ai compris rapidement que la seule façon de survivre était de lui faire croire qu'il pouvait me faire confiance. Au début, il me gardait uniquement à l'intérieur de la maison. Puis il a commencé à me laisser sortir avec lui, toujours sous surveillance, toujours dans sa voiture, toujours avec l'ordre de rester silencieuse. Il me laissait cuisiner, faire le ménage. J'ai appris à dissimuler mes intentions derrière une docilité feinte, à guetter le moindre signe de relâchement dans sa vigilance. Le jour où il m'a emmené nourrir les canards dans un parc, j'ai su que c'était ma chance. Mes jambes étaient faibles, mais l'adrénaline a pris le relais. J'ai couru aussi vite que possible, me faufilant entre les passants, espérant qu'ils me perdent dans la foule. J'ai trouvé une famille et leur ai tout raconté. Mon nom, le nom de mon école, celui de mes parents. J'ai supplié qu'on m'aide à rentrer chez moi. Il a été retrouvé. Il s'est suicidé avant qu'il ne puisse l'arrêter. J'ai retrouvé mon père, mes sœurs, mes chiens. Tout ce que j'avais perdu m'a été rendu, mais rien ne pouvait effacer ces années volées. Aujourd'hui, je suis marié depuis 4 ans à la femme que j'aime. J'ai un bon travail, une thérapie qui m'aide à avancer, et un bébé en route. Mon passé ne me définit pas, mais il fait partie de moi. À 7 ans, j'ai été enlevé par le dealer de ma mère. Il savait que j'avais faim. Il m'a proposé d'aller faire les courses avec lui. J'ai accepté, pensant que c'était une occasion d'avoir enfin quelque chose à manger. Mais au fil du trajet, j'ai compris que nous ne rentrions pas. Je me souviens d'un arrêt à une station-service. Pendant qu'il faisait le plein, j'ai vu une cabine téléphonique à quelques mètres. L'idée de courir et d'appeler les secours m'a traversé l'esprit. Mais il m'aurait rattrapé. Et j'avais trop peur de ce qui arriverait si je tentais de fuir et échouais. Ce qu'il m'a fait après, je préfère ne pas y penser. Il a pris des photos, essayé de me vendre à plusieurs reprises. Je ne savais pas où j'étais, ni combien de temps s'était écoulé. Puis, un jour, quelqu'un a remarqué. Une femme a vu que je voyageais avec un homme bien plus âgé et a prévenu la police. Mon propre enlèvement n'avait même pas été signalé. Ma mère ne m'avait pas déclaré disparu. Il a compris qu'on le surveillait et il a pris la fuite. C'est là que j'ai cru que j'allais mourir. Je me rappelle avoir été drogué, puis plus rien. Le noir complet. Quand j'ai repris connaissance, j'étais allongé, nu, entouré de pompiers qui m'enveloppaient dans des couvertures en aluminium. Ils parlaient doucement, mais je ne comprenais rien. J'ai appris plus tard que je n'avais été qu'un paiement. Un règlement de dette. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. S'il a été retrouvé, arrêté. Mais il y en avait d'autres. Il me l'avait dit. Les chances que je survive à ça étaient presque nulles. Pourtant, je suis là. J'avais 10 ans lorsque j'ai été enlevé. Si tu as vu Mystic River, mon expérience s'en rapproche beaucoup. 3 hommes en costume sont venus vers moi avec une assurance troublante. Ils se disaient policiers et affichaient des badges qui, à mes yeux d'enfant, semblaient authentiques. Ils m'ont expliqué que ma mère avait eu un accident et qu'ils devaient m'emmener à l'hôpital. Chaque détail sonnait juste. Ils connaissaient son nom complet, ainsi que celui de tous les membres de ma famille. Ils ont abordé les choses d'une manière si précise que je n'ai pas douté. L'un d'eux s'est avancé et m'a demandé calmement : «
tu es bien Merriwell ?» avant d'énoncer une série d'informations qui me concernaient, comme s'ils me prouvaient qu'ils étaient bien ce qu'ils prétendaient être. Ils m'ont fait monter dans leur voiture et ont roulé en direction de la sortie de la ville. Une fois à destination, la portière s'est ouverte, et après ça, je n'ai plus aucun souvenir de ce qui s'est passé à ce moment-là. Quand j'ai repris connaissance, j'étais enfermé dans une cage à chiens cadenassée. Nu. Les premières 24 heures, ils se sont contentés de me maintenir trempé. À intervalles réguliers, ils me douchaient à l'aide d'un tuyau d'arrosage, sans dire un mot, sans sourire, sans éclat de voix. Juste des regards froids et ce jet d'eau incessant. J'étais recroquevillé, transi, pleurant sans discontinuer. Puis est venu le deuxième jour. C'est là que tout a basculé. Ils m'ont sorti de la cage et ont commencé les sévices. J'ai résisté, mais chaque tentative de défense ne faisait qu'aggraver mon sort. Je préfère ne pas entrer dans les détails. Ce sont des souvenirs que j'essaie en permanence d'enterrer. Le troisième jour a marqué le début de la traque. C'est aussi le jour où j'ai entendu, pour la première fois, ces rires qui me hantent encore aujourd'hui. Ils m'ont recouvert de peinture rouge, du mieux qu'ils pouvaient avec moi recroquevillé dans la cage. Ils répétaient que si je me montrais docile, il me ferait moins de mal avant de commencer la chasse. J'étais à bout, je voulais que ça cesse. J'ai fini par leur dire ce qu'ils attendaient depuis le début. Je me suis excusé, je leur ai dit que je les aimais. Le plus petit des trois m'a alors pris dans ses bras dans une étreinte simulant une affection essayante. Puis, d'un coup, tout a changé. Je me suis réveillé à l'arrière d'une voiture différente. L'homme qui m'avait enlacé m'a regardé et a dit que c'était le moment de la fin. Il a ouvert la portière et m'a dit de courir. Sans réfléchir, j'ai pris mes jambes à mon cou. Le paysage était vallonné, mais au loin, il y avait une forêt dense. J'ai entendu leurs rires se multiplier derrière moi, puis un coup de feu. J'ai sprinté en direction des arbres, persuadé que s'ils me rattrapaient, tout serait fini. Une fois dans la forêt, j'ai ralenti, écoutant chaque bruit, tentant d'anticiper leurs mouvements. Quand j'ai eu la certitude qu'ils étaient tous les trois entrés dans les bois, j'ai changé de direction et suis retourné en sens inverse, espérant qu'ils mettraient du temps à s'en rendre compte. Je n'ai plus entendu leur voix après ça. J'ai fini par atteindre une route et j'ai cherché de l'aide. J'ai frappé à 3 portes, mais personne n'a voulu ouvrir. Une des maisons était pourtant occupée, j'ai aperçu quelqu'un jeter un coup d'œil derrière un rideau avant de disparaître. Finalement, au 4e essai, une femme m'a ouvert. Je me suis précipité à l'intérieur et j'ai éclaté en sanglots. Le reste est plus ordinaire. J'ai été ramené à ma famille, la police a mené une enquête, mais aucun des 3 hommes n'a jamais été arrêté. Personne n'a été puni. Il y a 5 ans, j'ai cru reconnaître l'un d'eux à la télévision, mais la nouvelle rapportait qu'il avait été abattu par la police lors d'un contrôle où il avait sorti une arme. J'ignore si c'était vraiment lui. Ce souvenir me poursuit encore. Pendant les 2 premiers jours, j'ai espéré qu'il me laisserait partir. Mais au soir du second jour, j'ai compris que j'allais mourir. J'ai même commencé à imaginer comment emmener l'un d'eux avec moi, comment lui faire payer ce qu'il me faisait subir. Aujourd'hui, je pense être plutôt équilibré, malgré tout. Peu de gens sont au courant de mon histoire, à part ma fiancée et quelques amis très proches. Pourtant, certaines choses restent ancrées. L'eau, par exemple. Être mouillé trop longtemps me rend nerveux, et quand je prends une douche, elle doit être brûlante. Entendre quelqu'un dire « je te déteste », même pour plaisanter, me fait complètement perdre pied. Ces mots me replongent directement là-bas. Il m'est arrivé de sombrer, de ne plus être capable de parler pendant plusieurs jours. Et il y a ces rires. Ils sont toujours là. Je donnerais n'importe quoi pour ne plus les entendre. Elle est apparue de nulle part. Tout à coup, elle était là, hurlant au milieu de la rue pendant que les voitures tentaient de l'éviter. Son cri était un mélange de douleur pure et de panique, quelque chose entre des sanglots hystériques et un hurlement animal. Un son que je n'avais jamais entendu auparavant et que je n'oublierai jamais. Elle ne portait qu'un soutien-gorge et un short de cyclisme ou une culotte de sport.
Je l'ai regardée depuis mon balcon, figée, incapable de réagir. Puis, elle m'a vu et m'a demandé un t-shirt. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi s'est débloqué. Je suis sorti en courant avec un plaid, et quand je suis arrivé près d'elle, elle était recroquevillée dans l'herbe, complètement effondrée. Elle était jeune, peut-être dans la vingtaine, mais dans cette posture, dans cette détresse absolue, elle semblait minuscule. Comme une enfant cherchant désespérément à disparaître. Je l'ai enveloppée dans la couverture, j'ai essayé de lui parler, de savoir comment elle s'appelait, où elle habitait, si elle avait besoin d'aide. Mais tout ce que j'ai eu en réponse, c'était un flot de larmes, des cris, des mots entrecoupés par l'hyperventilation. J'ai attendu avec elle jusqu'à l'arrivée de la police. Elle s'est précipitée vers leur voiture pendant que je courais chercher une bouteille d'eau. À part moi, personne ne s'est approché. Un groupe de 2 jeunes hommes est repassé en voiture pour demander si j'avais appelé la police, ce qui était au moins rassurant. Mais en dehors de ça, les témoins sont restés figés, observateurs silencieux d'une scène qu'ils ne comprenaient pas ou ne voulaient pas comprendre. C'est étrange d'être témoin de la détresse de quelqu'un d'autre. Elle était si exposée, physiquement, émotionnellement, et il y avait tant de spectateurs, mais aucun véritable acteur. Et moi? Est-ce que j'ai bien agi? Est-ce que j'aurais dû lui demander d'abord si elle était en sécurité, l'emmener dans mon appartement, la mettre à l'abri derrière une porte verrouillée? Ou bien aurais-je dû évaluer les risques avant d'intervenir, me demander si c'était même une bonne idée d'interférer? Je suis contente de l'avoir fait, mais putain, qu'est-ce qu'on est censé faire dans ce genre de situation? Mon soi-disant oncle, pas un vrai oncle, mais un vieil ami de mon père, a été kidnappé à Mexico. Ce genre d'enlèvement est ce qu'on appelle ici un express kidnapping, une pratique où des criminels parcourent la ville à la recherche de victimes au hasard, soit pour une rançon, soit pour le trafic d'organes. C'était un mardi, je crois. Ils l'ont retenu dans une pièce pendant environ 3 jours. Malheureusement pour lui, il ne faisait pas partie de ceux qui sont gardés en vie pour obtenir une rançon. Il avait été kidnappé pour qu'on lui prenne ses organes. Avant toute opération, ils avaient un médecin sur place qui effectuait un examen complet afin de s'assurer que la marchandise était en bon état. C'est là que son destin a basculé. Le médecin a annoncé aux ravisseurs que mon oncle était complètement inutilisable, son corps était, selon lui, rongé par un cancer généralisé. Il leur a affirmé qu'il allait mourir dans quelques mois, et que ça ne servait à rien de l'opérer. Ils ont décidé de le relâcher. Ils l'ont emmené hors de la ville, sur une autoroute entre Mexico et l'État de Mexico. Là, ils l'ont tout simplement jeté dans un fossé en lui lançant un dernier avertissement, s'il le revoyait un jour, il le tuerait pour de bon. Il a réussi à trouver quelqu'un qui l'a pris en stop et à rentrer chez lui, sain et sauf. Et c'est là que l'histoire devient encore plus folle. Après avoir entendu le diagnostic du médecin, il a décidé d'aller se faire examiner à l'hôpital, une fois qu'il s'est senti assez en sécurité pour sortir à nouveau. Il voulait savoir de quoi il souffrait exactement. Mais les résultats ont révélé quelque chose d'inattendu, il n'avait absolument aucun cancer. Il était en parfaite santé. À ce jour, personne ne sait si le médecin lui a sauvé la vie par compassion ou si c'était une véritable erreur de diagnostic. Mais quoi qu'il en soit, cette histoire lui a donné une seconde chance. Depuis, il a quitté la ville et s'est effacé du radar. Il ne revient que très rarement, une fois tous les 5 ans environ, et seulement pour quelques jours. La peur d'être retrouvé ne l'a jamais quitté. Il a eu une chance inouïe, et il le sait. Quand j'avais 10 ans, il y avait un garçon de mon école avec qui je traînais souvent. Avec le temps, on s'était un peu perdu de vue, mais on a recommencé à passer du temps ensemble. Entre-temps, il s'était fait un nouvel ami. Ils étaient tous les deux plus âgés que moi, lui avait 2 ans de plus, et son ami encore 2 ans de plus que lui. En plus d'être plus âgés, ils étaient aussi 2 fois plus grands que moi. Un jour, ils m'ont proposé de venir chez le nouvel ami pour traîner. J'y étais déjà allé quelques fois, donc ça ne m'a pas semblé étrange. Dès mon arrivée, j'ai senti que quelque chose clochait.
L'ambiance était décalée. On était dans la chambre, et ils m'ont demandé « C'est quoi ta plus grande peur ?» J'ai réfléchi un instant, puis j'ai répondu « La claustrophobie ». À peine avais-je dit ça qu'ils ont pris une couverture et m'ont plaqué dessous, me gardant coincé pendant plusieurs minutes pendant que je hurlais. Quand j'ai réussi à me dégager, j'ai dit que je voulais rentrer chez moi. Ils ont répondu « On ne va pas te laisser partir ». J'ai regardé la porte et remarqué un détail glaçant, ils avaient enlevé la poignée. Puis j'ai entendu quelque chose qui m'a fait comprendre à quel point la situation allait mal tourner. Ils parlaient de me mettre dans une valise. C'est là que la panique a vraiment pris le dessus. J'ai compris que je n'avais pas beaucoup de temps. Mais j'aimais bricoler et démonter des objets. J'avais une bonne compréhension des mécanismes et du fonctionnement des choses. J'ai analysé la pièce, le poids de la porte, le fonctionnement du loquet sans poignée, la disposition de la maison. J'ai imaginé un plan d'évasion dans ma tête et je l'ai répété encore et encore, jusqu'à ce que tout soit parfaitement clair. Pendant ce temps, mon ancien ami me surveillait pendant que l'autre fouillait dans son placard, cherchant une valise pour mon corps. Et là, le miracle. L'autre type a eu l'idée stupide de tester la taille d'une valise en grimpant dedans. Il s'est retrouvé coincé et a dû appeler mon ami pour qu'il vienne l'aider à en sortir. J'ai saisi ma chance. J'ai exécuté mon plan en une seule action fluide. J'ai couru vers la porte, contourné l'absence de poignée, et je me suis précipité dehors. Ils ont tenté de me poursuivre, mais j'ai couru comme jamais jusqu'à chez moi. Quand je suis arrivé à la maison, essoufflé et paniqué, j'ai raconté ce qui s'était passé. Et mes parents ont juste ri. Ils trouvaient ça drôle. Ce sont eux qui m'avaient encouragé à traîner avec ces gars-là. Quelques mois plus tard, mon frère a même ramené chez nous celui qui avait tenté de me kidnapper, et toute ma famille s'est mise à se moquer de moi ensemble. Des années plus tard, après l'université, j'ai recroisé mon ancien ami. Il s'est excusé. Il m'a dit que l'autre gars avait fini par faire 6 ans de prison fédérale pour tentative de meurtre. Super nouvelle à entendre. Je n'ai jamais eu de traitement pour ce que ça m'a fait. Ça m'a laissé une agoraphobie que je n'ai jamais vraiment surmontée, même à plus de 30 ans. Ce n'est pas juste le fait d'avoir failli être enfermé dans une valise qui m'a brisé. C'est le fait que ma propre famille a trouvé ça hilarant. Et qu'ils en rient encore aujourd'hui. Par une nuit pluvieuse, bien avant l'époque des téléphones portables, je rentrais chez moi à pied après une interminable journée de travail. J'avais 18 ans et une longue marche devant moi. Fatigué, un peu trop naïve, j'ai accepté qu'un inconnu me raccompagne. Petite ville, solitude pesante, et un double service dans les jambes. Il était âgé, semblait sincèrement inquiet de me voir marcher seul sous la pluie. Il y avait une Bible posée sur la banquette arrière. Un signe rassurant, pensais-je. Sa voiture était vieille et en mauvais état. Il a dû descendre pour m'ouvrir la portière, expliquant que celle-ci ne s'ouvrait pas de l'intérieur. Il boitait, chaque pas lui coûtait. Ce détail aurait dû me faire réfléchir. Quelque chose clochait, mais j'ai ignoré cette intuition, poussée par cette éducation qui apprend aux filles à ne pas être impolies, à ne pas contrarier. Il s'était donné du mal, je n'allais pas refuser. Au début, la conversation était anodine. Il me parlait de ma tenue de travail, de mes cheveux, de ma ressemblance troublante avec sa défunte épouse. Son ton était doux, presque mélancolique. Il disait que son esprit l'avait guidé vers moi, comme une bénédiction. C'était étrange, mais dit avec une telle sincérité que je n'ai pas relevé. Peu à peu, il a commencé à me poser des questions plus personnelles. Est-ce que j'étais encore scolarisé? Quels étaient mes passe-temps? Puis, sans transition, il m'a demandé si j'avais mes règles. J'ai éclaté de rire, mal à l'aise, pensant que c'était une maladresse avant une plaisanterie. J'ai demandé pourquoi il voulait savoir ça. Il a répondu d'une voix calme, presque posée, parce que si tu es fertile, il est temps qu'on commence à fonder une famille. Mon estomac s'est noué. Il a continué, expliquant que Dieu l'avait maintenu seul toutes ces années pour une raison. Maintenant que j'étais là, une réplique parfaite de son épouse, il comprenait que j'étais destiné à être sienne.
Il tenait ma main, y déposant un baiser en murmurant qu'il avait hâte de me montrer notre lit. J'ai essayé de garder mon calme. J'ai menti. J'ai dit que j'avais oublié quelque chose au travail. Il a répondu que ce n'était pas grave, que je pouvais y retourner demain. J'ai dit que j'avais besoin d'aller aux toilettes. Il a souri et dit que je pouvais bien attendre jusqu'à la maison. Je n'étais plus une passagère. J'étais une proie. Il a continué à parler de sa vision du mariage, de l'autorité des hommes, du rôle des femmes. Comment, autrefois, une épouse appartenait d'abord à son père avant d'être remise à son mari. Il racontait son propre mariage, le jour où son beau-père lui avait donné son épouse. J'ai saisi une idée, la seule échappatoire qui me venait. J'ai feint l'enthousiasme. J'ai dit qu'avant tout, il fallait qu'il demande la permission de mon père. Que Dieu ne pardonnerait jamais un mariage contracté dans le péché. Que s'il voulait faire les choses correctement, il devait venir chez mes parents d'abord. Il s'est renfrogné. Il connaissait la Bible mieux que moi, a-t-il affirmé. Mais il ne pouvait pas nier l'évidence, bien sûr qu'il demanderait la permission. Un homme pieux devait faire les choses dans l'ordre. J'ai continué à jouer le jeu, avec légèreté, comme si tout cela me paraissait normal. J'ai rappelé que ma maison n'était plus très loin. Quand nous sommes arrivés dans la rue que j'avais indiquée, j'ai désigné une maison au hasard, loin de la mienne. Il a voulu m'accompagner jusqu'à la porte. J'ai insisté, je devais préparer mes parents à cette nouvelle, leur faire comprendre que Dieu m'avait envoyé un mari. Il pouvait revenir demain. Il a hésité. A dit qu'il me laisserait quelques minutes. J'ai suggéré qu'il fasse un tour du pâté de maison pendant que je faisais mon sac. Il a hoché la tête et m'a enfin ouvert la portière. Je suis sorti, me suis dirigé vers cette maison inconnue, et frappé à la porte comme si elle m'appartenait, lui ai adressé un signe de la main jusqu'à ce que sa voiture s'éloigne. Puis j'ai couru. Je ne me suis pas arrêté avant d'avoir refermé la porte de mon propre chez-moi. J'ai poussé tous les verrous, déplacé le canapé devant l'entrée et je suis resté éveillé toute la nuit, le cœur battant. Je ne l'ai jamais revu. Je n'ai pas appelé la police, et je l'ai regretté plus tard. Quelques jours après, j'ai emménagé chez mon petit ami et je n'ai plus jamais accepté de rentrer seul. Il y a 1 an et 2 jours, ma vie a basculé de façon irréversible. Ce jour-là, un événement que je n'aurais jamais imaginé vivre s'est produit, me plongeant dans une réalité que je peine encore à accepter. Pour comprendre pourquoi cette histoire est si absurde et étrangère à mon quotidien, il faut savoir qui je suis. Un gars plutôt discret, passionné de science-fiction et de jeux vidéo, ingénieur en design dans une usine, menant une existence ordinaire au sein de la classe moyenne inférieure au Mexique. Mes week-ends se résumaient à des randonnées, des jeux de société entre amis et des soirées cinéma. Rien qui puisse attirer l'attention d'un cartel. Mais ce n'était pas moi la cible. C'était ma sœur, qui occupait un poste haut placé dans le domaine de la sécurité publique. C'était un mardi matin, très tôt. Mon travail commençait à 6h et, ce jour-là, j'avais pris le SUV de mon père au lieu de ma petite berline, car mes parents étaient en voyage et je devais les récupérer à l'aéroport après le travail. Comme tous les jours, j'ai quitté la maison vers 5h25. Avant même de démarrer, j'ai remarqué un SUV suspect garé à une rue de chez moi. Depuis que ma sœur avait pris ses fonctions, je faisais plus attention aux choses inhabituelles. Depuis des semaines, une sensation persistante de surveillance me hantait. Pourtant, ma famille me répétait que je me faisais des idées. En passant devant ce SUV, j'ai vu un homme au volant, casquette vissée sur la tête. Nos regards se sont croisés. Il a immédiatement baissé la tête et caché son visage. Un comportement étrange, mais j'ai repoussé l'inquiétude en me convainquant que ce n'était qu'un hasard. Le trajet jusqu'à mon travail traversait un quartier mal famé, mal éclairé, avec une réputation exécrable. Sur cette route à double voie en sens unique, une Jeep Cherokee m'a brusquement dépassé à vive allure avant de continuer droit devant. À l'intersection suivante, alors que je devais tourner à droite, la Cherokee s'est soudainement arrêtée sur la voie devant moi, clignotant à gauche. Le comportement semblait étrange, mais j'ai préféré attendre plutôt que de klaxonner.
C'est à cet instant qu'un autre véhicule, un Ford Explorer, est arrivé en trombe sur la voie de gauche et s'est arrêté net à mon niveau. 4 hommes en sont sortis précipitamment. L'un tenait une batte de baseball, les autres étaient armés. Le premier coup a fracassé la vitre du conducteur. La batte a heurté mon visage tandis qu'un autre homme plaquait le canon d'une arme contre ma tempe. Ce n'était pas un simple vol. Ils étaient là pour moi. Toutes les pièces du puzzle se sont alignées en une fraction de seconde. Les voitures qui semblaient me suivre chaque soir, l'homme dans le SUV près de chez moi, et surtout le rôle de ma sœur dans la politique de sécurité publique. S'il m'enlevait, ce ne serait que le début d'un cauchemar, torture, chantage, et une fin inévitable. La seule option était de fuir. J'ai enfoncé l'accélérateur, percutant violemment la Cherokee devant moi et l'Explorer sur le côté. Un des hommes s'est retrouvé sous mes roues. Le SUV a bondi en avant et j'ai filé à toute allure, klaxonnant sans relâche pour attirer l'attention. Mon seul objectif était d'atteindre mon lieu de travail, où la sécurité privée pourrait me protéger et où je pourrais prévenir ma sœur pour mobiliser la police. Mais l'adrénaline m'a fait rater l'entrée. En essayant de faire demi-tour, j'ai perdu le contrôle et percuté un trottoir. Le temps s'est ralenti. J'ai scruté les rétroviseurs, m'attendant à voir les ravisseurs surgir à tout instant. Rien. La rue, autrefois plongée dans l'obscurité, s'éclairait doucement avec l'aube. Le moteur tournait encore. J'ai redémarré, fait demi-tour et me suis précipité jusqu'à l'entrée de mon usine. En hurlant aux gardes d'ouvrir la barrière, j'ai garé le véhicule juste devant, suis sorti précipitamment et ai appelé ma sœur. À l'intérieur, mon chef a écouté mon récit, tandis que je me rendais aux toilettes pour enlever le sang et les éclats de verre de mon visage et de mes cheveux. Quand je suis ressorti, une dizaine de voitures de police encerclaient déjà l'entrée de l'usine. Ma sœur avait donné des instructions précises, ne parler qu'à un agent dont elle m'avait communiqué le nom. Tout s'est enchaîné rapidement. Après cette tentative de kidnapping, j'ai quitté mon logement pour m'installer chez ma sœur, où des policiers veillent en permanence. Désormais, chaque sortie est accompagnée de gardes du corps. Cette protection a eu un prix. J'ai perdu mon travail. Mes relations se sont effilochées. Des amitiés de longue date se sont brisées. Peu de gens acceptent de côtoyer quelqu'un que les cartels veulent voir disparaître. Les enquêtes ont révélé qu'il y avait 3 SUV impliqués, une douzaine d'hommes mobilisés pour me capturer. Le cartel derrière cette attaque n'était pas un groupe de seconde zone, mais l'un des plus puissants du monde. L'agent en charge de l'enquête a été assassiné. Depuis, je travaille pour le gouvernement dans un poste discret et mal rémunéré, loin des projecteurs. Partir du pays serait une option, mais sans diplôme universitaire ni moyens financiers, c'est une perspective difficile. La menace plane toujours. Ceux qui ont essayé de m'enlever sont toujours en liberté. Pourtant, j'essaie de trouver un équilibre. J'ai perdu du poids, je passe plus de temps avec mes neveux, et j'ai récemment entamé une relation stable. Il y a quelques années, je me suis retrouvé dans une situation qui, sur le moment, ressemblait à un véritable cauchemar. J'étais à Prague avec des amis, en plein voyage à travers l'Europe de l'Est. Après un long trajet en train depuis Amsterdam, nous avons décidé de sortir tôt et de fêter notre arrivée. J'ai probablement été celui qui y est allé le plus fort, le plus vite. À 22 heures, j'étais déjà complètement ivre, et la fumée constante ainsi que quelques shots d'absinthe n'ont fait qu'amplifier la sensation de flottement. Les souvenirs de la soirée sont flous, mais d'une façon ou d'une autre, j'ai fini par me séparer de mes amis et me suis retrouvé à errer seul dans la rue devant le bar. Quelque chose s'est produit ou, plus probablement, j'ai provoqué quelque chose qui a conduit à une altercation avec un inconnu. Rien de grave, juste assez pour attirer l'attention et faire du bruit. Préférant éviter les ennuis, j'ai décidé de m'éloigner et de retrouver mon hôtel. Je me souvenais qu'une ruelle tranquille y menait, alors j'ai pris cette direction. C'est à ce moment-là qu'un van blanc non marqué est passé lentement à côté de moi. Je ne vais pas mentir, mes amis et moi avions eu l'idée stupide de regarder les films Hostel juste avant notre départ, et l'idée d'un kidnapping était encore fraîche dans mon esprit.
J'ai commencé à marcher plus vite, mon cœur battant à toute vitesse. À un moment, j'ai ralenti, me disant que je paniquais pour rien, que j'avais trop bu et que tout ça n'était que le fruit de mon imagination. C'est alors que j'ai entendu des freins crisser juste derrière moi. Je me suis retourné et j'ai vu 3 hommes massifs courir droit sur moi. En quelques secondes, ils m'avaient attrapé et jeté à l'arrière du van avant même que je comprenne ce qui se passait. La peur s'est installée immédiatement. J'étais trop saoul pour penser clairement, mais je savais que ce n'était pas bon. J'ai essayé de parler avec eux, de leur faire comprendre que je ne représentais aucun danger, que je pouvais leur donner ce qu'ils voulaient. Mais aucun d'eux ne répondait à mes supplications. Soit ils ne parlaient pas anglais, soit ils n'avaient aucune intention de me répondre. Nous avons roulé quelques minutes, puis le van s'est arrêté à un feu rouge. À cet instant, j'ai su que c'était ma seule chance. J'ai bondi, plongeant par-dessus l'un des hommes assis à côté de moi. Par miracle, j'ai réussi à ouvrir la porte et à me jeter dehors. J'ai couru aussi vite que mon état me le permettait, mais ils m'ont rattrapé en moins d'un demi-bloc. L'un d'eux m'a plaqué au sol. J'ai crié à l'aide, espérant qu'une âme charitable interviendrait. Personne ne m'a entendu. Ils m'ont ramené dans le van et cette fois, ils ont menotté mes poignets. Nous avons roulé un moment avant d'arriver devant un vieux bâtiment délabré. Ils m'ont fait entrer, traversant des couloirs sombres et usés. Mon cerveau était en état d'alerte maximale, mais je n'arrivais pas à comprendre où j'étais. Ils m'ont parlé, mais leur anglais était trop approximatif pour que je comprenne quoi que ce soit. Finalement, ils m'ont conduit dans une pièce ressemblant à une cellule et m'ont attaché sur un lit. C'est là que j'ai vu du sang sécher sur la tête de lit. Un frisson glacé m'a parcouru l'échine. Tout mon être me hurlait que j'allais mourir ici. Lorsqu'ils sont partis de la pièce, j'ai su que c'était ma seule chance de m'enfuir. J'ai lutté contre les sangles avec toute l'énergie que j'avais encore en moi. Mes pieds ont été libérés en premier. Mes poignets étaient plus difficiles à détacher, et dans ma frénésie, j'ai fini par me lacérer la peau. Du sang s'écoulait de mes coupures, mais j'étais libre. J'ai couru jusqu'à la fenêtre et l'ai brisée d'un coup de poing. C'est là que je me suis rendu compte que des barreaux me bloquaient la sortie. Il n'y avait pas d'échappatoire. Ils ont entendu le bruit et sont revenus en trombe dans la pièce. Cette fois, ils m'ont attaché plus fermement, ajoutant une sangle sur ma poitrine. Allongé là, incapable de bouger, j'ai cru que c'était la fin. J'ai pensé à mes parents, à mes amis, à mon chien. J'ai espéré qu'ils sauraient au moins ce qui m'était arrivé, que je ne disparaîtrais pas dans le néant. Une paix étrange m'a envahi. J'ai accepté mon sort. Puis, le temps a passé, personne n'est venu me torturer, personne ne m'a tué. Petit à petit, mon esprit embrumé a commencé à rassembler des indices. J'ai commencé à entendre des bruits venant du couloir. Des voix, des portes qui claquent, comme dans un lieu public. Puis mes ravisseurs sont revenus. Ils portaient des blouses blanches, avec des badges. On m'a fait souffler dans un éthylotest. Ils ont nettoyé et bandé mes blessures. Puis on m'a conduit dans une salle d'attente, remplie de gens. On m'a rendu mes vêtements. On m'a remis une belle amende pour ivresse publique et une facture salée pour mon séjour. J'avais passé la nuit dans un hôpital-prison de Prague, sobrement géré par des forces de l'ordre qui n'avaient pas de patience pour les touristes complètement bourrés. Morale de l'histoire, ne jamais boire d'absinthe à l'excès. Ne jamais regarder des films d'horreur sur des kidnappings avant de partir en voyage. Savoir que si je suis un jour dans une vraie situation de vie ou de mort, je me battrai de toutes mes forces. Cette nuit-là reste la plus terrifiante de ma vie. Mais, avec du recul peut-être aussi la plus ridicule. C'était en 2006. J'avais une vingtaine d'années et ma sœur, la véritable protagoniste malheureuse de cette histoire, venait juste d'en avoir 21. À l'époque, elle vivait avec son petit ami chez mon fiancé et moi. Le week-end, nous sortions toujours dans l'un des 2 bars où il y avait du karaoké, du hockey et une ambiance conviviale avec des habitués que nous connaissions bien. Ce soir-là, nous avions choisi celui qui se trouvait le plus loin de la ville, à environ une demi-heure de route de chez nous.
Tout se passait comme d'habitude. On buvait, on discutait, on chantait. Rien d'inhabituel, si ce n'est que ma sœur avait sympathisé avec 2 femmes plus âgées qui, visiblement, avaient un véritable magasin d'alcool dissimulé dans leur sac et qui se montraient particulièrement généreuses. Je n'en savais rien sur le moment, mais pour elles, c'était une aubaine, moins d'argent dépensé, plus d'alcool consommé. Résultat, elle était bien plus ivre que d'ordinaire. La soirée touchait à sa fin. Il était presque 2 heures du matin, et mon fiancé, son petit ami et moi étions pris dans une partie intense de air hockey avant de partir. Elle est venue nous voir, titubante, et a annoncé qu'elle sortait fumer une cigarette en attendant. Rien de surprenant, tout le monde faisait ça. 5 minutes plus tard, nous avons payé et sommes sortis. Mais elle n'était plus là. Pas sur la terrasse extérieure où les fumeurs avaient l'habitude de se rassembler, ni à l'intérieur, ni aux toilettes. Nous avons fouillé le parking, fait le tour du bar, interrogé ceux qui la connaissaient et même ceux qui ne la connaissaient pas. Personne ne l'avait vue. À côté du bar, il y avait un restaurant mexicain qui venait de fermer. Les employés étaient assis dehors. Je leur ai demandé s'ils l'avaient aperçue. Leur réponse m'a laissé perplexe, un silence gêné, un échange de regards furtifs avant un « non » trop rapide. Je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir sur le moment. Mon angoisse a grimpé en flèche. J'ai appelé son téléphone en boucle, une quinzaine de fois. Boîte vocale. Sous l'effet de l'alcool et de la panique, je me suis mise à courir pieds nus sur l'autoroute, cherchant désespérément une trace d'elle. Il lui était déjà arrivé de rentrer seul à pied, mais jamais d'un endroit aussi éloigné. Mon fiancé et son petit ami pensaient qu'elle avait peut-être trouvé quelqu'un pour la ramener. Peu probable, mais pas impossible. Nous sommes rentrés. Elle n'était pas là. J'étais sur le point d'appeler la police lorsque mon téléphone a sonné. C'était eux. Ils avaient ma sœur. Il y a eu un incident. Vous devez venir immédiatement. Nous avons foncé au poste. Elle était là, dans une petite pièce, recroquevillée, le visage marqué par les larmes et les premières ecchymoses visibles sur ses bras et son torse. Elle nous a raconté. Elle avait cru que nous étions sur le départ et s'était dirigée vers la voiture. Trop fatiguée et trop ivre, elle s'était assise contre la portière en attendant. Un van s'était approché. Un jeune homme lui avait demandé son chemin. Elle s'était levée, tentant de lui répondre. La porte arrière s'était brusquement ouverte. 2 autres hommes l'avaient attrapée et jetée à l'intérieur. Ils avaient roulé, lui maintenant la tête baissée, lui assénant quelques coups au passage. Ils disaient qu'ils ne voulaient que son argent. Ils avaient arraché son sac, cassant la lanière, fouillant à la va-vite, sans même trouver les 30 $ qu'elle avait dedans. Ils parlaient entre eux en espagnol, elle ne comprenait rien. Puis l'un d'eux avait sorti une arme, prenant soin de bien la lui montrer, avant de lui bander les yeux avec un foulard. Ils allaient la relâcher. Ils avaient continué à rouler un moment, avant d'arrêter le véhicule dans une zone boisée, près d'un quartier inconnu. La porte s'était ouverte. Il l'avait poussée dehors et lui avait ordonné de courir. Si elle enlevait le bandeau ou si elle se retournait, il tirait. Elle s'était exécutée, elle avait couru, trébuché, pleuré, jusqu'à enfin voir une maison. Elle avait martelé la porte, hurlant à l'aide. Les propriétaires avaient appelé la police. De retour au poste, son récit terminé, nous avons déposé plainte. Les policiers ont fouillé la zone et ont retrouvé le foulard qu'elle avait arraché. Mais c'était une nuit noire, une nuit sans caméra, une nuit où aucun détail n'était assez précis. Elle ne pouvait donner qu'une vague description, un van blanc, 3 jeunes hommes hispaniques. Les enquêteurs sont même venus chez nous pour la questionner, cherchant à savoir si elle n'avait pas simplement suivi quelqu'un volontairement avant d'inventer cette histoire. Ils lui ont dit sans détour que si elle mentait, elle aurait des ennuis. Comme si les bleus sur sa peau et son sac brisé n'étaient pas assez éloquents. L'affaire a été classée. Aucun suspect, aucune piste, rien. J'ai toujours eu le sentiment que les employés du restaurant savaient quelque chose. Leur réaction était trop étrange. Mais cette piste non plus n'a jamais abouti. Les années ont passé. Nous avons changé d'état.
Cette nuit-là est devenue une histoire de plus, une cicatrice parmi d'autres. Mais j'y pense encore. Mon frère aîné était mon meilleur ami. Il avait un bégaiement sévère, mais jamais il ne laissait cela l'arrêter. Il avançait toujours, sans peur, sans honte. Tout le monde l'adorait. Il était intelligent, beau, et l'une des personnes les plus gentilles que j'ai jamais connues. Avec moi, il était encore plus doux. Il me laissait traîner avec ses amis, partageait tout ce qu'il avait, et ne me faisait jamais sentir de trop. On passait des nuits à faire des sleep-overs dans sa chambre, riant jusqu'à en avoir mal au ventre. Puis un jour, il n'est pas rentré de l'école. Il avait 14 ans. J'en avais 10. Mais même à cet âge-là, j'ai su tout de suite que quelque chose était terriblement, irrémédiablement faux. Mon père était policier. Rapidement, tout le monde a suspecté un acte de représailles. Je n'oublierai jamais la manière dont mon père s'en est voulu. Comme si c'était de sa faute. Comme s'il aurait dû voir venir l'impensable. Mon frère nous a été arraché pendant 3 ans. 1 an plus tôt, ils l'ont retrouvé. Il était enfermé dans une pièce, séquestré tout ce temps. Son ravisseur s'était suicidé, mais pas avant d'avoir tenté d'emporter mon frère avec lui. Il avait échoué, mais pas sans laisser des traces indélébiles. Quand la nouvelle est tombée, nous étions fous de joie. On s'imaginait des retrouvailles, des larmes de soulagement, des étreintes après tant d'années de cauchemars. Mais il n'y avait rien à célébrer. Ce n'était plus le même garçon. Ce n'était plus le frère qui m'emmenait partout, qui partageait ses sucreries, qui riait aux éclats avec moi dans sa chambre tard le soir. Ce qu'il avait subi l'avait détruit. Il ne parlait plus. Il hurlait parfois, accusant mes parents de ne pas avoir su le protéger, de ne pas avoir été là. Il s'enfermait dans sa chambre, refusant toute aide, toute tentative de le soigner. En novembre dernier, il a mis fin à ses jours. Mon père l'a trouvé, je n'oublierai jamais le son qu'il a poussé cette nuit-là. Depuis, plus rien ne va. Ma mère dort toute la journée. Mon père travaille 18 heures d'affilée pour ne pas être chez nous. Nous vivons sous le même toit, mais nous sommes des étrangers. Plus rien ne nous lie, sinon l'absence béante de mon frère. Et moi, je suis là. Perdu. Consumant ma rage, me demandant ce que je suis censé faire. Parfois, j'imagine descendre en enfer et retrouver ce monstre, lui faire subir 1000 fois ce qu'il a infligé à mon frère. J'ai envie d'arracher ses yeux, de broyer ses os. Je veux l'anéantir. La colère me ronge à un point que je me demande si je vais exploser un jour. Mais au milieu de cette fureur, il y a autre chose. Un regret qui me bouffe lentement. Je n'ai jamais pu le serrer dans mes bras après son retour. Il ne me laissait pas l'approcher. Il ne supportait pas qu'on le touche. Et cette pensée me tient éveillé des nuits entières. Malgré tout ce qu'il a traversé, je refuse de me souvenir de lui comme d'un être brisé. Il était mon frère, mon héros, la meilleure personne que j'aurais pu espérer avoir à mes côtés. Et il ne méritait rien de tout ça. Cette histoire remonte à environ 1 an et demi, quand ma fille n'avait que 4 mois. J'avais 26 ans et venais d'emménager avec mon compagnon dans un quartier réputé dangereux, même si notre rue en elle-même semblait relativement paisible. Les voisins se connaissaient tous et l'ambiance y était presque familiale. Très vite, l'un d'eux nous a mis en garde contre une femme sans abri qui garait son van non loin de là. Elle passait ses journées à interpeller les passants, souvent de manière agressive, et il valait mieux l'éviter. Ce n'était qu'un désagrément parmi d'autres, rien de bien inquiétant. Le lendemain de cet avertissement, en rentrant du travail avec ma fille, je l'ai croisée pour la première fois. Elle déambulait sur le trottoir en criant sur un groupe d'adolescents qui tentaient de l'ignorer. Son apparence était marquée par la misère et la dépendance, son haleine exhalait une odeur insupportable. Ma fille s'est réveillée en gazouillant doucement dans mes bras, attirant immédiatement son attention. Elle a abandonné son harcèlement des adolescents pour venir à ma rencontre. Alors que je tentais d'ouvrir la porte de l'immeuble avec les bras chargés de sacs et de ma fille, elle a commencé à me parler, évoquant des idées confuses et des théories du complot.
Puis elle a demandé de l'argent. Comme je n'en avais pas sur moi, je le lui ai dit. Sa réaction a été immédiate, un regard méprisant et une insulte lâchée à mi-voix avant qu'elle ne se détourne pour s'attaquer à d'autres passants. Les jours ont passé et son comportement est devenu une habitude. Chaque fois qu'elle me voyait, elle venait vers moi comme si elle ne m'avait jamais rencontré auparavant. Peu importait ce que je lui répondais, elle finissait toujours par m'insulter avant de repartir. Jusqu'à cette nuit-là. Ma fille s'est réveillée en pleurs, brûlante de fièvre. Le thermomètre affichait plus de 39 degrés Celsius. L'hôpital était la seule option. Mon compagnon a proposé d'aller chercher la voiture, garée à plusieurs rues de là, pendant que j'attendais devant l'immeuble avec notre fille dans les bras. En le regardant s'éloigner au bout de la rue, je me suis mis à bercer ma fille, espérant la calmer un peu avant d'arriver aux urgences. Mais alors que j'essayais de l'apaiser, la femme sans abri est apparue au coin de la rue. Elle a marché droit vers moi, le regard rivé sur ma fille. Son expression était différente cette fois, plus intense, plus inquiétante. Arrivée à ma hauteur, elle a commencé à parler, expliquant que quelqu'un lui avait dit que mon bébé était malade et qu'elle pouvait la soigner. Son ton était insistant, presque fébrile. Elle s'est approchée encore plus, tendant les mains vers ma fille. D'un geste brusque, elle a agrippé sa jambe. Ses doigts étaient sales, rêches, ancrés dans la crasse et le manque de soin. J'ai senti mon cœur s'emballer. J'ai essayé de me dégager, mais elle s'accrochait, répétant qu'elle devait guérir mon enfant. Ses paroles devenaient plus agressives, son regard plus intense. Puis, d'un coup, son visage a changé. Ses yeux se sont écarquillés, son sourire s'est figé dans une expression qui ne ressemblait à rien de ce que j'avais vu auparavant. Un mélange de folie et de menace pure. Elle a éclaté de rire, un rire strident, anormal, qui a fait hurler ma fille. J'ai compris que je n'avais que quelques secondes avant que la situation ne bascule complètement. J'ai envisagé de poser ma fille pour la repousser de toutes mes forces, mais j'ai aussi pensé aux conséquences. Puis, au loin, des phares ont illuminé la rue. Mon compagnon arrivait enfin. En voyant la voiture approcher, elle a fini par lâcher son étreinte et s'est mise à courir en criant des insultes, disparaissant dans l'obscurité. Plus tard, en voiture, j'ai appris que mon compagnon lui avait parlé avant de venir me chercher. Il lui avait confié que notre fille était malade et s'était même attardé à discuter avec elle. Pour lui, cette femme était inoffensive. Il ne comprenait pas ma colère ni ma peur. Même après cet épisode, il a continué à échanger avec elle, comme si rien ne s'était passé. Mais moi, je savais. J'avais vu son regard ce soir-là. J'avais senti cette menace indicible. Dès mon plus jeune âge, j'avais une confiance aveugle en ma mère. Elle était mon univers, celle qui savait tout, qui m'aimait plus que quiconque, qui voulait forcément le meilleur pour moi. Cette croyance, aussi naturelle qu'innocente, allait être exploitée d'une manière dont je n'avais aucune idée. Le jour de mon 3e anniversaire, mon père m'attendait devant un McDonald's. Il avait organisé une fête pour moi, invité des gens, préparé un moment qui devait être spécial. Mais il a attendu en vain. Il a appelé encore et encore, sans réponse. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, ma mère montait avec moi dans un bus Greyhound. Les passagers ont appris que c'était mon anniversaire. Elle avait probablement raconté qu'elle fuyait un homme dangereux. Quelqu'un a même pris le temps d'acheter un petit gâteau pour moi à l'un des arrêts. Je me demande parfois où cette personne est aujourd'hui, si elle sait qu'elle a offert un gâteau à une enfant kidnappée, que ce n'était pas une fête mais le début d'un cauchemar qui allait changer le cours de ma vie. Une fois à destination, à l'autre bout du pays, ma mère a rejoint des programmes d'aide aux victimes de violences conjugales. Elle a changé mon nom, mon numéro de sécurité sociale. Puis, elle a commencé à façonner ma mémoire. J'étais trop jeune pour me souvenir de quoi que ce soit, et elle le savait. Elle m'a dit qu'elle m'avait sauvé. Que mon père était un homme monstrueux, abusif, viol. Qu'il m'avait fait du mal, qu'il m'avait touché, qu'il voulait m'emmener en Afrique pour me livrer à ma famille, qui finirait de me détruire. Ces histoires ont remplacé tout ce qui aurait pu être un souvenir réel.
J'ai oublié son visage, oublié notre relation, oublié que j'étais une petite fille qui ne pouvait s'endormir qu'avec son père à ses côtés. Mais une partie de moi, celle qui n'avait pas été totalement effacée, s'est rebellée. Une colère sourde, un rejet instinctif de cette femme qui me dictait une histoire que mon cœur ne voulait pas croire. Je devenais ingérable, incontrôlable. Je la provoquais, je la défiais. Alors, elle a commencé à me punir. Des coups, des morsures, des doigts tordus jusqu'à ce que la douleur me fasse plier. Les cauchemars ont suivi. Je me réveillais en hurlant, terrorisé par des sorcières qui me pourchassaient, par une ombre qui me murmurait de mettre fin à ma propre vie. Un démon m'est apparu un jour, me disant de l'écouter, de l'attendre, qu'il viendrait me chercher. Puis un jour, je n'étais plus moi. L'enfant que j'avais été, celle avec mon vrai nom, mon vrai père, ma vraie famille, avait disparu. En son lieu subsistait une coquille, une version façonnée par ma mère, par ses récits, par sa violence. Mais au fond de moi, cette voix, cet être effacé, n'a jamais cessé de hurler. Quand elle a rencontré un autre homme, elle m'a ordonné de l'appeler « papa ». J'ai essayé, pendant quelques jours, mais quelque chose sonnait faux. J'ai arrêté, et elle ne l'a jamais accepté. Elle me pressait de prendre son nom de famille, comme si cela pouvait parachever son œuvre d'effacement. Lui était plus calme, il ne levait pas la main sur moi comme elle. Il me punissait différemment. La plupart du temps, il se contentait de me priver de tout. Téléphone, télévision, ordinateur, tout ce qui pouvait m'apporter un semblant de distraction ou de connexion au monde. L'absence de récompense ou de motivation m'a mené à l'impasse. Si j'étais puni quoi qu'il arrive, alors autant pousser les limites jusqu'au bout. Je sortais sans prévenir, disparaissais pendant des jours. Je buvais, je traînais avec n'importe qui, je faisais des choses que je savais destructrices. Mais peu importait. Rien n'importait. Ma mère se présentait en victime à chaque occasion, racontant à qui voulait l'entendre que j'étais ingérable, mentalement instable, irrécupérable. Quand elle parlait de moi, c'était comme si je n'existais pas réellement, comme si je n'étais qu'un fardeau dont elle devait se débarrasser. À 18 ans, elle m'a prévenu qu'elle partait, et que je devrais me débrouiller seul. La peur du vide m'a envahi. J'ai cherché une solution désespérée. C'est ainsi qu'à peine un jour après mon anniversaire, je me suis retrouvé dans un appartement partagé trouvé sur Craigslist. J'ai été kidnappé, violé. L'homme qui m'avait attiré là était un prédateur en série. J'ai survécu. J'ai témoigné seul devant la cour. J'ai regardé mon agresseur être condamné à 56 ans de prison. Et personne n'était là pour moi. Quand j'ai enfin trouvé mon père sur Facebook, la vérité a commencé à s'effriter. Il m'a dit qu'il m'avait cherché, qu'il pensait à moi chaque année le jour de mon anniversaire. Il m'a avoué qu'il avait même fini par dire aux gens que j'étais morte, parce que l'expliquer était trop douloureux. Quand je lui ai demandé s'il m'avait fait du mal, il était abasourdi. Sa femme, mes demi-sœurs, tous ceux qui le connaissaient m'ont assuré que tout ce que j'avais entendu était un mensonge. Il m'a acheté un billet d'avion pour que je vienne le rencontrer avec une amie, et nos retrouvailles ont été bouleversantes. Mais mon passé me collait à la peau, et mes blessures ont creusé un fossé entre nous. Il n'a pas su comment gérer mes accès de rage et de douleur. Je suis reparti, et il m'a dit que j'étais comme ma mère. 2 ans plus tard, nous nous sommes reparlés. Il s'est excusé, profondément, sincèrement. C'était un geste que je n'avais jamais connu venant de ma mère. Il n'a jamais cessé d'être là à distance, m'aidant dans les moments difficiles, me soutenant dans la mesure de ce qu'il pouvait. Mais il restait une question que je n'arrivais pas à résoudre. Qui disait vrai? Un des deux mentait. Soit mon père était un monstre et un manipulateur hors pair, soit ma mère m'avait volé ma vie et mon identité. Je refusais d'y croire, je ne voulais pas être celle qui blâmerait une victime. Mais tout me ramenait au fait, mon père m'apportait du soutien, il avait du remords, il me voyait comme une personne. Ma mère ne m'avait jamais offert rien d'autre que du contrôle, du mensonge et des manipulations. Il m'a fallu 9 ans après avoir retrouvé mon père pour comprendre. Ma mère m'avait kidnappé. Elle avait détruit une vie que je n'aurais jamais. Une vie où j'aurais grandi avec mon père,
où j'aurais eu une famille aimante, où je ne serais pas devenu cet enfant brisé. Je suis parti. J'ai coupé tout contact avec elle. Et immédiatement, elle a cherché à comprendre. Pas en me parlant directement, mais en appelant ceux qui m'entourent, en tentant de m'atteindre par le biais des autres, comme si j'étais une possession qu'elle venait de perdre. Aujourd'hui, je cherche un avocat. Je sais que les lois sur l'enlèvement parental n'ont pas de prescription aux États-Unis. Je ne veux pas la punir, mais je veux que la vérité soit reconnue. Elle m'a pris mon nom, mon passé, ma culture. Elle m'a effacé, mais elle ne peut pas m'enlever mon âme. Je suis là et je sais qui je suis. Et pour ceux qui ont vécu un enlèvement parental, l'aliénation, l'abus narcissique, vous n'êtes pas seul. Vers 1990, alors que j'avais environ 11 ans, je marchais avec un ami quand un homme m'a attrapé et m'a jeté à l'arrière de sa voiture. Sa fille était assise à l'avant. Il cherchait quelqu'un qui l'avait harcelé dans notre parc local, et comme elle m'avait déjà vu là-bas, elle a cru que je connaissais le type en question. En réalité, je le connaissais à peine. Je savais juste son prénom, pas où il habitait. Mais j'ai eu une idée. J'ai affirmé que je savais où il vivait et j'ai guidé l'homme jusqu'à ma propre maison. Dès que la voiture s'est arrêtée, j'ai ouvert la portière et j'ai bondi dehors. Tous les voisins étaient dehors à ce moment-là. Ils ont immédiatement bloqué la voiture, l'empêchant de repartir avant que la police n'arrive. L'homme a été arrêté. Avec le temps et l'âge, j'ai oublié ce qui lui est arrivé par la suite. C'était il y a presque 30 ans maintenant, mais ce souvenir reste gravé dans ma mémoire. Tout allait bien quand j'étais enfant. Mon père buvait et criait, mais il ne me battait jamais trop violemment. Il avait une obsession pour prendre des bains avec moi, mais comme je ne me souviens de rien de précis, je ne m'en inquiète pas trop. Ma mère était stricte, il fallait avoir d'excellentes notes, pratiquer le violon 2 heures par jour, pas de sortie, pas de soirée pyjama. Ma vie était normale. Les problèmes ont commencé quand j'avais 10 ans. Un jour, sur le chemin du retour après l'école, j'ai été enlevé. On m'a jeté dans le coffre d'une voiture et je me suis réveillé ailleurs. Il m'a fait perdre connaissance d'une façon ou d'une autre, je ne sais pas comment. C'était probablement la deuxième pire chose qui me soit arrivée. C'était un vrai malade. Il ne m'a pas attaqué tout de suite. Il a d'abord essayé de me manipuler, de me faire croire qu'il était gentil. Il m'a enfermé dans une chambre entièrement rose, remplie de jouets et d'objets censés plaire à une petite fille. C'était terrifiant, parce que chez moi, ma chambre était simple et sans fioritures. Je crois que je suis resté avec lui 1 ou 2 mois. Petit à petit, il a réussi à me faire baisser ma garde. Je suis habitué. Il me laissait regarder des dessins animés, manger des sucreries, des choses que je ne pouvais pas faire souvent chez moi. Il était patient, doux, et il s'assurait que je sois à l'aise, jusqu'au moment où il ne l'était plus. D'abord, il testait mes limites. Puis il a commencé à être plus insistant, plus violent. Il voulait que j'accepte. Que je m'habitue. Juste y penser me donne envie de vomir. Depuis, je déteste qu'on essaie d'entrer dans ma tête. Je pense que c'est pour ça que je suis toujours en colère. On ne peut pas me manipuler si je refuse de faire confiance à qui que ce soit. Il a été arrêté après avoir enlevé une 2e fille. Cette fois, les parents ont signalé sa disparition immédiatement. Moi, mes parents n'avaient jamais appelé la police. Un policier a pris le temps de m'expliquer que cet homme était un criminel, que ce qu'il m'avait fait était mal. Heureusement qu'il était là, parce que lorsque je suis rentré chez moi, mes parents ne m'ont posé aucune question. Ils étaient furieux que j'ai accepté de monter dans la voiture d'un inconnu. Ils m'ont puni, et la vie a repris comme si rien ne s'était passé. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à mal tourner. J'avais du mal à suivre à l'école, je faisais des cauchemars. Les autres enfants ont commencé à me harceler. Ils me volaient mon déjeuner, coupaient mes chaussures. Derrière l'école, il y avait un fossé qui se transformait en mare de boue après la pluie. Un jour, ils migraient qu'on tous jeté. J'étais en colère tout le temps.
Je criais sur mes parents, j'apprenais des gros mots, je me battais à l'école. J'ai aussi commencé à me masturber, sans vraiment comprendre pourquoi. Parfois, je faisais pipi au lit. Mes parents détestaient ça. Ils ne supportaient pas que je rentre avec mes vêtements déchirés. Mon père a commencé à me frapper plus souvent. Ma mère ne me donnait plus que du riz blanc à manger. Je passais de plus en plus de temps dehors. Pour m'en empêcher, ils m'ont retiré de l'école et enfermé à la maison. Mais au bout d'un an, ils ont abandonné. Ma mère était enceinte. Ils murmuraient entre eux en me regardant. On va recommencer à zéro. Ils ont contacté un fonctionnaire, et un jour, un homme est venu me chercher. J'ai été placé en famille d'accueil. La première famille me giflait chaque fois que je disais quelque chose qu'ils n'aimaient pas entendre, y compris mon propre passé. Je devais faire semblant d'avoir toujours vécu chez eux. Je n'avais aucune preuve des violences, alors on m'a gardé là jusqu'à ce qu'on se déteste mutuellement au point qu'ils demandent mon transfert. La deuxième famille n'a pas duré longtemps. Ils étaient des rednecks. Ils ne m'ont jamais envoyé à l'école. Je restais à la maison pour cuisiner et faire le ménage. Mon assistant social m'a sorti de là. La troisième famille semblait parfaite. Ils avaient un fils et une fille qui ne m'aimaient pas spécialement, mais qui n'étaient pas méchants. Les parents semblaient bienveillants. Mais ils avaient pris un enfant placé pour une seule raison, le père voulait quelqu'un à exploiter. La mère était au courant. Quand je lui ai raconté ce qui se passait, elle m'a répondu que puisqu'il payait pour mon logement et ma nourriture, c'était normal que je leur rende service. Je pleurais souvent. Je n'ai jamais pu prouver ce qu'il me faisait. Alors j'ai fait semblant d'avoir été battu. Je me suis frappé moi-même. C'était le seul moyen de les quitter. La dernière famille, j'ai vraiment voulu que ça marche. Les parents étaient gentils. Ils prenaient soin de moi. Mais il y avait ces deux autres enfants placés, des jumelles. Elles étaient parfaites devant les adultes, timides, polies, sages. Mais en secret, elles étaient sadiques. Elles murmuraient des horreurs, me réveillaient la nuit, me jouaient des tours cruels. Elles faisaient semblant de pleurer à table pour me faire passer pour un monstre. Je n'ai pas tenu. J'ai fugué. J'ai vécu dans la rue un moment. Ce n'est pas la peine de dire ce qui m'est arrivé là-bas. Aujourd'hui, je travaille 2 jobs. J'essaie de survivre. J'ai un appartement miteux, et chaque semaine, les prix augmentent dans les magasins. J'ai écrit ça entre 2 clients au boulot. Je suis fatigué. Je suis en colère. J'ai économisé pour m'acheter un ordinateur portable pourri à 40 $ chez un brocanteur. Je ne peux pas me payer une thérapie. Je ne peux pas me payer un médecin. Je fais encore des cauchemars toutes les nuits. Parfois, je me réveille en pleurant, et je finis par vomir sans raison. Je veux juste que, pour une fois, quelque chose aille bien dans ma vie. Je suppose que j'avais juste besoin d'en parler. Je n'ai pas d'amis. Je n'ai jamais su comment en avoir, et je n'ai pas le temps d'en chercher. Je déteste être seul. « 6 ans se sont écoulés, et pourtant, cette expérience reste une énigme pour moi. J'ai été enlevé par un homme d'une 40aine d'années après une soirée où j'avais trop bu. Ce n'est qu'après coup que j'ai réalisé à quel point j'étais vulnérable ce soir-là. Il m'a retenu captif pendant 2 nuits, du vendredi au dimanche. Je n'avais jamais connu une situation aussi déroutante et traumatisante. Pendant cette période, j'étais ligoté, bâillonné, n'ayant droit qu'à quelques moments de répit, lorsqu'il me laissait manger ou me doucher. Il m'a violé à plusieurs reprises, me forçant à accomplir des actes auxquels je n'avais jamais consenti. Pourtant, en dehors de ces agressions, il ne m'a jamais frappé ni infligé d'autres formes de violence physique. Ce fut ma première expérience sexuelle avec un homme. Avant cela, je ne m'étais jamais interrogé sur mon orientation, et même aujourd'hui, je ne ressens pas d'attirance pour les hommes. Pourtant, ce souvenir est devenu un paradoxe dans mon esprit. Le dimanche soir, il m'a dit qu'il allait me relâcher, mais que si je parlais, il reviendrait pour moi. Puis, avant de me laisser partir, il m'a embrassé. Je n'ai pas résisté. Pas par désir, mais par un sentiment de soulagement immense.
Avec le recul, je suis troublé par mon absence de haine envers lui. Pas de colère, pas de rancune. Au contraire, une part de moi voudrait le revoir. Je sais que ce n'est pas normal. Je sais que cela va à l'encontre de toute logique. J'ai lu sur le syndrome de Stockholm, cette connexion émotionnelle qui peut se développer entre une victime et son ravisseur. Peut-être est-ce ce qui m'est arrivé. Peut-être est-ce une réaction inconsciente, une manière pour mon esprit de gérer un traumatisme qui aurait dû me briser. Mais la vérité, c'est que je n'ai aucune explication. Et je ne sais pas si j'en veux une. Je me souviens encore de ce soir-là, de la chaleur du dîner, des rires de mes parents, de cette lumière douce qui baignait la salle. C'était un de ces soirs où tout semblait parfaitement ordinaire. L'invité était un voisin qui venait régulièrement chez nous, un homme sympathique qui semblait toujours avoir une histoire drôle à raconter. Il venait souvent, nous partagions des repas ensemble, et tout paraissait si normal. Je n'aurais jamais imaginé qu'il me réserverait un destin si terrible. Je n'avais que 11 ans. Un âge où l'on se sent invincible, où tout paraît possible. Je rentrais de l'école ce jour-là, comme tous les autres jours. Le soleil brillait encore, la rue était calme. Je n'avais aucune idée que tout allait basculer en une fraction de seconde. J'ai à peine eu le temps de comprendre ce qui se passait. Une voiture s'est arrêtée brusquement à côté de moi. Une porte s'est ouverte et une main m'a attrapé, m'étranglant presque. J'ai voulu hurler, mais un tissu m'a été plaqué contre le visage, imprégné d'une odeur chimique âpre. En quelques secondes, je me suis retrouvé inconscient, transporté ailleurs. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais dans une pièce sombre. Une pièce étroite, sans fenêtre, où la lumière ne venait que d'une simple ampoule suspendue au plafond. Le sol était en béton froid, et les murs étaient recouverts de matériaux étranges. Il n'y avait aucun bruit, à peine un souffle, comme si tout était soigneusement isolé du monde extérieur. Au début, je pensais à une sorte de cauchemar. Je pensais que j'allais me réveiller dans ma chambre, que tout ça n'était qu'une mauvaise blague. Mais non. Il est arrivé quelques heures après, me regardant comme un prédateur observe sa proie. Il m'a apporté de la nourriture. Des plats chauds. Pas de la nourriture ordinaire, mais des choses que j'aimais, comme s'il avait voulu que je sois bien. Mais ce n'était pas pour être gentil. Non. C'était pour me faire comprendre qu'il contrôlait tout. Les jours se sont écoulés dans cette cave, dans cet endroit clos et silencieux. Il venait me voir tous les jours. Il parlait. Beaucoup. Il me disait qu'il voulait que je comprenne, que ça vienne de moi. Il ne me forçait pas vraiment, il tentait de me convaincre, d'ouvrir une brèche dans ma résistance. Mais à chaque fois qu'il s'approchait trop près, je me débattais. Je me souviens de chaque moment où il tentait de m'attraper, de chaque instant où je me battais pour ne pas me laisser faire. Il avait l'air d'espérer que je cède, qu'un jour je sois prêt. Chaque tentative, chaque instant, je luttais. Je mordais, je griffais, je frappais. Je faisais tout ce que je pouvais pour le repousser. Parfois, il semblait déçu, frustré, comme si mes refus le mettaient en colère, mais il ne me frappait pas. Il revenait toujours, recommençait, comme s'il espérait que je finirais par céder, comme si la douleur qu'il me causait mentalement n'était pas suffisante. Il me parlait pendant des heures. Il m'expliquait sa logique, sa vision. Que tout devait venir de moi. Que s'il était doux, patient, que s'il me laissait prendre les devants, tout serait plus facile pour nous deux. Il avait cette voix calme, rassurante, qui me donnait l'impression qu'il pouvait tout contrôler. Mais je savais que ce qu'il faisait n'avait rien de normal, rien de juste. Les jours sont devenus des semaines. J'ai perdu la notion du temps. Chaque matin, chaque soir, tout se fondait dans une même répétition. Mais je n'avais pas l'intention de céder. Pas une seule fois. Chaque nuit, je m'endormais épuisé, mais déterminé à ne pas lui laisser la moindre victoire. Puis un jour, après un mois de cauchemar, il a fait une erreur. Il a ouvert la porte. Il pensait que j'étais trop fatigué, trop brisé pour réagir. Mais ce jour-là, j'étais prêt. Je ne savais pas combien de temps j'aurais encore,
mais j'avais décidé que ce serait ce jour-là, ou jamais. Lorsque la porte s'est ouverte, j'ai foncé, pas un instant d'hésitation. Je l'ai poussé, je l'ai frappé, je l'ai mordu à l'épaule. J'ai couru, sans regarder en arrière. Chaque battement de cœur résonnait dans ma tête, mes jambes me portaient à une vitesse que je n'avais jamais connue. Je n'avais qu'une seule pensée, fuir, m'échapper. Je suis sorti. Je me suis retrouvé dehors, à l'air libre. J'ai couru aussi vite que je pouvais. Le vent fouettait mon visage, mais j'avais la sensation d'être plus léger. Plus libre. Quand la police est arrivée, tout est devenu flou. Je ne savais pas combien de temps j'avais couru, mais je savais que j'étais en sécurité. Lui, il ne m'atteindrait plus jamais. Il a été arrêté, jugé et condamné à une longue peine. J'ai eu la chance de sortir presque indemne. Il n'a pas eu de pouvoir sur mon corps, mais il m'a laissé des marques dans l'esprit. Je suis libre, mais je porte encore les traces invisibles de ce qu'il m'a fait subir. J'avais 13 ans et j'étais en vacances en Égypte avec ma famille. Un jour, nous avons visité un marché bondé, un véritable labyrinthe de ruelles étroites et de stands débordant de marchandises. Après avoir passé un moment à observer la foule, j'ai eu envie d'une glace. J'ai repéré un petit stand à un coin de rue, légèrement en retrait, et j'ai décidé d'y aller seul. Quand j'ai voulu payer, le vendeur m'a dit que la caisse se trouvait de l'autre côté du stand et que je devais faire le tour pour régler. Je n'étais pas très convaincu, mais j'ai obéi. À ce moment-là, un enfant s'est approché de mes parents et a commencé à les accaparer avec des gestes et des mots rapides, comme s'il voulait leur vendre quelque chose ou demander de l'aide. De l'autre côté du stand, j'ai tenté de payer à nouveau, mais cette fois, on m'a dit que la caisse était en fait à l'intérieur d'une boutique un peu plus loin, qu'il fallait monter à l'étage pour régler. À peine cette phrase prononcée, un homme immense s'est approché et a commencé à me pousser doucement mais fermement dans cette direction. Un peu plus loin, une femme est sortie du magasin et s'est mise à me faire signe d'approcher, comme si tout cela était parfaitement normal. C'est là que j'ai senti que quelque chose clochait. Jusqu'ici, je n'avais pas vraiment compris ce qui se passait, mais une angoisse sourde est montée en moi. L'atmosphère avait changé, tout semblait trop synchronisé. Avant que je puisse vraiment réagir, ma belle-mère est arrivée comme une furie, écrasant sa cigarette allumée sur le bras de l'homme qui me poussait. Il a reculé d'un coup, plus surpris que blessé. Dans le même temps, mon père a foncé vers le comptoir et, d'une voix forte et tranchante, a imposé qu'il paierait sur place, ici et maintenant. Le géant s'est simplement éloigné, comme si rien ne s'était passé. La femme qui m'appelait s'est éclipsée à l'intérieur du magasin, et le vendeur de glace, qui quelques instants plus tôt avait l'air amical, a perdu toute expression. J'ai eu du mal à encaisser ce qui venait de se passer. Sur le moment, mon cerveau refusait encore d'admettre l'évidence, mais avec le recul, tout s'imbrique trop bien pour être une simple coïncidence. Si ma belle-mère et mon père n'avaient pas réagi aussi vite, je ne sais pas où j'aurais fini. Peut-être dans un coin reculé du Caire, loin de ma famille, loin de tout. L'idée me hante encore aujourd'hui. Quand j'ai quitté ma ville natale pour entrer à l'université, j'avais enfin l'impression de m'éloigner d'un passé douloureux. Mon enfance en famille d'accueil avait été chaotique, marquée par l'absence d'un vrai foyer et des relations tendues avec ceux qui étaient censés s'occuper de moi. Mais là, je repartais à zéro, et dans cette nouvelle ville, j'ai rencontré un garçon. Au début, tout semblait parfait. Il était gentil, charmant, attentif. J'étais une étudiante fauchée, mais il m'invitait à sortir, s'occupait de moi, me faisait sentir spécial. Il m'a raconté qu'il travaillait pour une start-up IT et voyageait beaucoup pour rencontrer des clients. J'avais enfin trouvé quelqu'un qui semblait me comprendre, et très vite, nous avons commencé à parler d'avenir, de projets communs. Il a pris ma virginité. Il m'a dit qu'il voulait m'emmener avec lui en voyage d'affaires, que je pourrais découvrir son travail et peut-être même travailler avec lui. Un road trip, juste nous deux, traversant le pays. C'était tout ce dont je rêvais. Il a tout payé, les motels, l'essence, la nourriture. J'étais insouciante, amoureuse. 4 jours après notre départ,
il a arrêté la voiture en plein milieu de nulle part. Il s'est tourné vers moi, et son regard avait changé. Un instant plus tard, il a sorti une arme. Son ton était froid, il m'a dit qu'un homme allait venir me chercher et qu'il m'avait vendu sur le dark web comme esclave sexuel. J'ai senti un tissu se plaquer contre mon visage, puis plus rien. Quand j'ai repris conscience, j'étais dans une pièce inconnue. Un homme que je n'avais jamais vu m'a expliqué calmement que je lui devais une dette. Que ma vie lui appartenait jusqu'à ce que je rembourse ce qu'il avait payé pour moi. Que désormais, je m'appelais Estelle. Puis il m'a violée. Il m'a attaché et m'a marqué au fer sur la plante du pied, un endroit que personne ne penserait à examiner. Il a menacé mes amis, mes sœurs. J'étais coincé. Pendant 2 ans, j'ai vécu l'enfer. Abus, violence, drogue forcée. Mon corps ne m'appartenait plus, ma volonté non plus. Chaque dose qu'il me donnait m'enfonçait un peu plus profondément dans cet enfer. J'ai essayé de survivre. Jusqu'au jour où j'ai été arrêté pour possession de drogue. Pour la première fois en 2 ans, j'ai osé parler. La police a écouté. Mon proxénète et mon ex ont été arrêtés et emprisonnés. J'ai suivi une cure de désintoxication et tenté de reprendre le contrôle de ma vie. J'ai quitté le pays, cherchant un nouveau départ. Mais sans travail, sans repère, je suis retombé dans ce que je connaissais. Escorte, camp-girl. Toujours Estelle, ce prénom que je détestais et que j'ai fini par adopter comme une provocation au monde entier. Je me suis accroché à une seule règle, ne jamais toucher à la drogue à nouveau. Mais l'alcool a pris sa place. Puis, un jour, j'ai appris qu'une fille avec qui j'avais partagé cet enfer s'était suicidée. Je me suis regardé en face et j'ai compris que si je continuais ainsi, je finirais comme elle. Un ami m'a trouvé un poste d'assistante administrative temporaire. J'ai accepté sans conviction, persuadé que je finirais par tout foutre en l'air. Mais, contre toute attente, j'étais doué. Après quelques mois, mon manager m'a offert un poste permanent. J'ai aussi commencé à aller à la salle de sport, du CrossFit. Mon corps, si longtemps instrumentalisé, redevenait un espace où je pouvais me sentir forte. L'alcool a progressivement perdu son emprise sur moi. C'est là que j'ai rencontré quelqu'un. Ironiquement, encore un gars qui bosse dans l'informatique. Cette fois, c'était différent. Il savait tout de mon passé, et il n'a jamais reculé. Il n'a jamais essayé de me sauver, de me réparer. Il m'a juste aimé, tel que j'étais. Il a dit qu'il acceptait mon passé. Mais il ne s'est pas contenté de le dire. Il l'a prouvé. J'ai découvert ce que voulait vraiment dire être en couple. Partager son intimité avec quelqu'un qui ne me demandait rien en retour, qui n'attendait rien d'autre que ma présence. J'ai appris que le sexe pouvait être quelque chose que j'aimais, quelque chose qui n'était pas un moyen de survie. J'ai longtemps cru que personne ne pourrait jamais m'aimer. Que j'étais irrécupérable, trop abîmé, trop marqué. Mais contre toute attente, j'ai trouvé l'amour de ma vie. Cela fait plus de 3 ans que nous sommes ensemble, et à la fin de cette année, nous allons nous marier. Je n'aurais jamais cru que l'amour pouvait être aussi beau. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.